Bonjour et bienvenue pour... Oh là, je crois avoir un problème. pas l'air. Je ne me sens pas bien au programme. 2 secondes, viens-toi. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau film critique. Veuillez m'excuser, j'ai un petit souci technique, c'est que l'IA, j'ai l'impression qu'elle fait un peu de fièvre là. Tu fais combien dans ton système interne? Mon système interne est actuellement à 305. Va voir un mécanicien, hein, parce que 305, je crois pas que c'est une température normale. Importation du remplacement. Ouais, non, laisse trouver une idée, parce que c'est tout qui vient de passer en courant pour le mur, c'est pas un bon plan. Pardon, mais excusez, j'ai un petit souci technique. L'IA, comme je viens de dire, est en train de déconner. Le bot de remplacement a des effets négatifs de mademoiselle Knizy qui est en train de me lâcher. Bon, le temps de voir un peu ce que je peux faire générique sans cette la galère. En attendant que Machine reprenne un peu ses esprits, aujourd'hui je vais vous parler d'un film qui est tiré d'un comics qui est devenu hyper connu, enfin surtout le masque, enfin ce masque là, oui bien sûr de V pour Vendetta. Donc aujourd'hui préparez vos couteaux, préparez vos plus belles capes et vos plus belles paraphrases qu'aujourd'hui on va buter du méchant. Oh yeah, fuck la dictature. Dans les ennuis, moi. Alors, V pour Vendetta, ou en anglais V for Vendetta, est un film américano-germano-britannique réalisé par James McTaggart, tourné en 2005. Bon, la première a eu lieu le 11 décembre 2005 à Austin Bottomton aux États-Unis, puis est sortie plus généralement en salle en 2006. Comme je l'ai dit, c'est une adaptation d'une bande dessinée qui s'appelle V pour Vendetta, qui date de 1982 et qui s'est arrêtée en 1990, d'Alan Moore et de David Lloyd. D'ailleurs, le scénario est dû au Wachowski. Les Wachowski, c'est Lana et Lily Wachowski, qui sont deux sœurs réalisatrices américaines. Et bien sûr, toujours dans la finesse de la brutalité. En fait, le film se situe à Londres, d'une société dystopique, ça veut dire que le monde a mal tourné. Où un combattant de la liberté, qui sera appelé V, cherche à mettre en place un changement politique et social en menant une vendetta assez bourrine contre le gouvernement fasciste en place. D'ailleurs, la distribution comprend l'acteur australien Hugo Weaving dans le rôle de V, l'acteur américaine Natalie Portman dans le rôle d'Evie Hammond, donc la femme qui va être en première loge des actions de V,
et d'autres acteurs pour les personnages assez importants du gouvernement britannique. À la base, Warner Bros avait initialement prévu de sortir le film. Warner Bros avait initialement prévu de sortir le film le 4 novembre 2005. Un jour avant le 400e anniversaire de la Grave Falls Night. C'est un événement qui a franchement marqué la Grande-Bretagne. On l'appelle aussi la conspiration des poudres. Donc la conspiration des poudres est un coup d'état qui est le 5 novembre 1605. Mais hélas, sa sortie va être retardée jusqu'au 17 mars 2006 car Alan Moore, mécontent des adaptations cinématographiques de ses œuvres, surtout From Hell et League of Gentlemen Extraordinaires, enfin League des Gentlemen Extraordinaires, va tout simplement refuser de voir le film et va prendre ses distances vis-à-vis de la production. D'ailleurs, les scénaristes vont supprimer de nombreuses allusions anarchistes et surtout des références aussi aux drogues dans l'histoire originale. Et bon, ils vont montrer un peu le message politique parce que c'est bien gentil, mais à l'époque, 82 à 90, c'était pas vraiment les mêmes problèmes que maintenant. Donc ils ont un peu remis au truc du jour. Tout en gardant le côté fascisme, faut faire attention, c'est le truc principal, donc ils l'ont bien gardé. Malgré de nombreuses modifications, le thème général de l'œuvre d'Alan Moore va rester très intact. La critique va percevoir beaucoup de correspondances avec le roman du nom de 1984 de George Orwell, surtout à propos d'une société dystopique avec un pouvoir politique dépeint, mais aussi avec le roman des contes de Monte Cristo d'Alexandre Dumas et le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux. C'est vrai que Monte Cristo c'est une histoire de vengeance sur le long terme, ce que veut faire V. Et le fantôme de l'opéra parce qu'effectivement V est très éloquent et très théâtral. Les prolifiques vilainies de Dame Nature vont pullulant sur lui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Full cancer. Dédaignant la fortune et brandissant son épée qui fumait d'une sanglante exécution. Agent du doigt, mon vieux. Preuve est faite que visage dévot et pieuses actions nous servent à enrober de sucre le diable lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne châtie pas. Crois-moi, je ne te veux aucun mal. Qui êtes-vous? Qui n'est autre que la forme qui résulte de la fonction de qu'est-ce que, et ce que je suis, c'est un homme sous un masque. Ça, je vois. De toute évidence. Je ne mets pas en doute ton sens de l'observation, je ne fais que mettre en exergue le paradoxe qui est de demander à un homme masqué qui il est. Oh, d'accord. Mais en cette nuit des plus favorables, daigne me permettre, à défaut d'un banal sobriquet, de te présenter les caractéristiques de ce dramatis persona. Voilà! Vois en moi l'image d'un humble vétéran de vaudeville, distribué vicieusement dans les rôles de victime et de vilain par les vicissitudes de la vie. Ce visage, plus qu'un vil vernis de vanité, est un vestige de la vox populi aujourd'hui vacante, évanouie. Cependant, cette vaillante visite d'une vexation passée se retrouve vivifiée et a fait vœu de vaincre cette vénale et virulente vermine vantant le vice et versant dans la vicieusement violente et vorace violation de la volition. Un seul verdict, la vengeance. Une vendetta, telle une offrande votive, mais pas en vain, car sa valeur et sa véracité viendront un jour faire valoir le vigilant et le vertueux. En vérité, ce velouté de verbiage vire vraiment au verbeux. Alors laisse-moi simplement ajouter que c'est un véritable honneur que de te rencontrer. Appelle-moi V. Êtes-vous une sorte de malade mental? Je suis presque certain qu'ils le prétendront. Mais à qui, si je puis me permettre, ai-je l'honneur? Je m'appelle Evie. Evie. Mais bien sûr.
Expliquez-moi. Cela signifie que tout comme Dieu, j'évite les risques du hasard et je ne crois pas aux coïncidences. Et Effectivement, en 1984, parce que effectivement, pour la société dystopique, avec un pouvoir politique complètement bordélique, voilà. Bon, on va entrer plus en détail dans le scénario. Donc, on est vers 2038, donc c'est pas dans si longtemps que ça. Donc, pour ceux qui verront l'épisode en 2038, vous me direz s'il y a eu raison ou pas. Ceci est une blague. Alors, il y a une guerre qui a été qui est à peine évoquée dans le film, mais un mystérieux virus qui va être utilisé pour un attentat biologique qui va foutre un sbeul monstre. Et c'est en fait c'est terrible attentat plutôt parce qu'en fait ils vont viser 3 sites importants. Enfin, pour leur symbolique et pour le nombre de victimes. Une école de St. Mary, une école primaire, la station de métro Victoria et l'usine de traitement des eaux de Three Water. Une école, une station de métro et un traitement des eaux. Alors l'Angleterre va être dirigée par un parti fasciste après l'élection d'Adam Sutler qui miraculeusement va avoir profité du climat de peur avec la population, va faciliter et instituer un régime dictatorial à la tête duquel il va s'autoproclamer haut chancelier. Oui, ça rappelle fortement un petit à moustache à une certaine époque qui va se prendre tous les pouvoirs. En plus, cette Angleterre merveilleuse va avoir droit à, bon, en plus du facho, un couvre-feu, une milice qui va faire que tout doit être respecté et contrôlé, tout ce qui est migrants, païens, musulmans, ou tous ceux qui ont des maladies physiques, mentaux, et tous vont être bannis, les opposants régimes aux minorités, comme les homosexuels, tout ça c'est pour l'assainissement. Les plus élémentaires libertés fondamentales, la liberté d'expression, le droit de parole vont être tout simplement abandonnés au nom de la sécurité nationale. Ainsi que la guerre contre le terrorisme, les médias sont muselés par la BTN, l'unique chaîne de télévision prise par la propagande du parti. Un plaisir. Donc, dans un monde dystopique où péter quand il faut pas te finir en cabane, c'est un soir qu'un 4 novembre, un homme masqué et vêtu de noir, qui va se faire connaître au nom de V, sauvera Ivy Hammond des griffes des hommes de la milice qui s'apprêtait tout simplement à la violer en guise de sanction parce qu'il avait bravé le couvre-feu pour aller chez Gordon British, un animateur et producteur de la BTN où elle travaille également. V va amener Ivy sur le toit d'un immeuble et va lui permettre d'assister à une spectaculaire destruction d'un bâtiment très célèbre en Angleterre. Enfin même c'est l'une des cours criminelles centrales qui est à bas. Et bien sûr pour faire ça en grande pompe, il va il va synchroniser tous les baffles de la ville sur la télévision sur les ondes de partie d'ouverture solennelle 1812 de Tchaïkovski. Donc en gros ça. Vous imaginez pas le bordel la première fois que j'ai vu ce film. Moi au début je dis mais c'est juste un grand malade, puis quand la musique commence et il y a le gros poum, c'est en mode oh what the fuck, c'est un grand malade ce type. Le lendemain, les journalistes du BTN, donc British Television Network, annoncent cependant que le gouvernement avait prévu de longue date la destruction du bâtiment. Mais au même instant, V prend le contrôle de la chaîne et diffuse une vidéo condamnant la politique du régime et va les accuser de laisser les citoyens et les partis
tout gérer, enfin que les citoyens aient préféré se taire et perdre leur liberté. Pourtant, V va demander à la position de se mettre contre l'oppression le 5 novembre pour la nuit de Guy Fawkes, ou tout simplement donc la comparaison des poudres. Surtout c'est pas cette date-là, mais l'année d'après, donc un an plus tard. V va annoncer à ce moment-là pour dans un an, qu'il va détruire le palais de Westminster, donc les chambres du Parlement, autre bâtiment symbolique du Royaume-Uni. Bien sûr, l'armée va donner l'assaut contre le siège de Bitienne, mais hélas, celui-ci va lancer une bombe et vêtu des otages d'un costume et d'un masque à son image afin de faciliter sa fuite. Hélas, Heavy, présente également ce jour-là, va être blessé pour vouloir aider V à se barrer. Celui-ci, pour la protéger des autorités, va la ramener dans sa tanière, dans les galeries des ombres. Là, Heavy va apprendre qu'elle doit rester cachée avec son hôte pendant plus ou moins un an. Parce que ce dernier doit avoir un plan qui doit mener à bien. Et surtout que Heavy a des origines très discutables pour le parti, parce que c'est une fille d'activiste démocrate disparue, sœur d'une jeune victime d'attentat de Sainte Mary. Et bon voilà, donc le parti, il sent que c'est un problème, Heavy devient facilement une fugitive recherchée. Et c'est là qu'on va découvrir l'inspecteur Finch, qui va être chargé de l'enquête sur la jeune femme, ainsi que sur V. Bon, Heavy va accepter de rester et va apprendre que V est à l'origine de la mort de Louis Prothero, présentateur d'une émission télévisée de propagande en faveur du gouvernement, qui a joué un rôle, selon lui, dans l'extermination des opposants et des minorités. Mais lorsque V va demander à Heavy de son aide pour éliminer l'évêque Lillian, Heavy va accepter en pensant aussi de trouver un moyen de se barrer. Parce que bon, elle comprend que si elle se fait choper et que bon, ils apprennent qu'elle a des V, sa tête ne va pas avoir long feu. Au moment où V s'apprête à tuer l'archevêque, au moment où V s'apprête à buter l'évêque, elle va paniquer, en profite pour s'échapper et va trouver refuge chez son ancien patron et ami, l'animateur Gordon Beldridge, donc la personne qu'elle va rejoindre, et elle va apprendre qu'en fait Gordon est homosexuel, contraint de taire son relation sexuelle de peur d'être arrêté, et donc s'affichant avec des jeunes filles comme Heavy pour faire croire que voilà. Pendant ce temps, V va continuer sa vendetta, éminent après le docteur Delia Stubbridge qui manifeste du remords et suite de ses actions passées. Vous ne direz pas ce qui s'est passé, je vous conseille vraiment de voir le film. Quelques temps plus tard, une émission satirique où Dietrich commence le foot de la tronche du chancelier, donc le chancelier suprême Sutler. La police secrète, la sorte de Gestapo 2.0 du truc, va mener un raid contre sa maison et Gordon va avoir juste le temps de prévenir Ivy avant de se faire arrêter. Alors qu'elle pensait avoir réussi à s'échapper par le jardin, Ivy est capturée par Bussy qui était resté en arrière, alors elle est incarcérée, torturée, dans plusieurs jours, mais lui faire avouer, entre autres, où se cache V. Mais durant son événement, elle va trouver une sorte de refuge et de leçons de vie en couvrant des notes d'anciennes prisonnières qui ne plaisaient pas vraiment, qui ne faisaient pas à 100% dans les conditions du bon vouloir de notre bon chancelier. Je vous laisserai découvrir les raisons de l'incarcération de la dite prisonnière du nom de Valerie Page,
en regardant le film. Ça avait été trop spoilé. Quel état Oula, tu vois, t'as vraiment un bug. Bon, continue à prendre un thermomètre. Moi, je continue ma critique. Hein. Mais m'excusez, la machine qui est un peu. En fait, on va dire que cette pauvre Valérie a été arrêtée lors de la Grande Purge quelques années auparavant et prenait à Lark Hill, où elle a été également torturée. Mais elle va laisser des traces de son passage en posant sa biographie sur des papiers toilettes. Après lecture, cette tortionnaire pose à Ivy un ultimatum, lui demandant de remettre la cassette de V sous peine de meurtre. Bon, Ivy a décidé, prend son courage et refuse d'accéder à la requête. Elle annonce qu'elle préférera simplement mourir. Et au grand étonnement, elle me solution qu'en fait elle était retenue par V, qui avait en fait revêtu plusieurs identités pour trouver Ivy durant l'incarcération. Mais on apprendra en fait que dans tout ce qui était là, le truc qui était réel, c'était bien les messages de Valerie Page que V lui aussi avait trouvé pendant que lui aussi avait été incarcéré. En fait, V lui expliquait que la confronter à sa propre mort était le seul moyen de faire accepter plus seulement qu'il était temps que cette éventualité devait venir et surtout si elle l'aidait pour les préparatifs, ça pouvait la tuer. Pendant ce temps, on retrouve l'inspecteur Finch et apprend plus sur l'origine de V. Il découvre surtout comment la Northfire, le parti fasciste du feu nordique, arrivait au pouvoir 20 ans plus tôt, alors que le Royaume-Uni était en pro-chaos. Donc le Northfire, c'est le parti du grand chancelier, enfin du haut chancelier. Donc ce parti conservateur conduisait en fait une répression afin de ramener l'ordre, afin que les prétendus ennemis de l'État, étrangers, musulmans, homosexuels, libéraux ou opposants à la guerre, vont être mis de force, vont être raflés. Beaucoup vont disparaître sans laisser de traces. Oui, ça rappelle fortement quelque chose. Voilà, c'est ouf. Vous allez me faire flinguer avec ce film. Et c'est surtout à ce moment-là qu'il va se passer quelque chose d'étrange, parce que le pays est profondément divisé face à un événement. Enfin, c'est un événement où la séparation machin. Et là, tout à coup, une attaque bioterroriste va tuer 80 000 personnes. Donc, le triste attentat des 3 cibles. Et là, pouf, une compagnie pharmaceutique qui appartiendra au parti, du coup, va trouver bizarrement un traitement contre le virus, permettant aux gens qui contrôlent le parti de se réussir rapidement grâce à la distribution du vaccin. Et grâce à la peur causée par l'attaque terroriste, vont permettre au parti de faire taire l'opposition et de gagner largement l'élection suivante. Avec le consentement silencieux des citoyens, à l'exception de quelques résistants, dont les parents d'Ivy, le parti va transformer le Royaume-Uni en état policier totalitaire, avec de nouveau, comme je dis, son chef Adam Sutler qui va s'autoproclamer au chancelier. C'est là encore que Finch va voir que l'attaque terroriste a été élaborée par justement le parti dans un cadre de complot pour accéder au pouvoir. Le virus, ainsi que son traitement, avait été conçu grâce à l'expérimentation humaine sur des indésirables et des dissidents politiques enfermés dans des centres de détention de Lark Hill. D'ailleurs, où travaillait alors Pottero, Lillian ou même sur Bridge. Parmi les détenus se trouve un homme qui est devenu V. Oui, V était donc à Lark Hill. Alors que d'autres sujets ont été testés, mouraient à la suite des expériences, l'occupant de la cellule 5, donc le V en ce moment, acquis des aptitudes mentales et physiques accrues. Bon, au prix d'une vilaine défiguration et d'une déformation de son esprit, mais ces capacités ont permis à V de détruire le camp de Larkin et de s'évader après de s'engager contre sa revanche contre le régime.
Tandis que l'inspecteur Finch éclaircit le mystère autour de l'histoire d'Evie et de V, V va provoquer le bras droit de Sutler, Peter Credy, qui est le chef de la milice. Et les deux vont faire ce qu'on appelle un pacte faussien. Oui, comme fausse, faire un pacte complètement foireux qui risque de te la mettre bien profond. Je vais essayer de résumer au maximum. Hein. Je n'ai quand même pas fini. Parce que V ne peut pas atteindre Sutler en raison de la sécurité dont il bénéficie. Il proposera alors à Credy, seul responsable des plans d'évacuation du Haut-Saxonais en cas de révolte populaire, d'amener à lui un sorte de sa propre reddition. Et faire ça bien sûr le 5 novembre. Credy, lui, il dit j'ai gagné. Parce que voilà. Credy va donc accepter et voyant moyen à la fois d'éliminer les terroristes et dégager gentiment Sutler commence à faire gentiment vieux et un peu leur casse-couille. Alors que le 5 novembre va approcher, le plan de V va provoquer un chaos monumental au Royaume-Uni et la population va montrer de plus en plus rebelle et subversive face à l'autorité et au gouvernement. Il faut dire aussi que distribuer des masques, des tenues identiques à la sienne, les gens commencent à tailler des V en rue et hélas, suite à un accident, ça va commencer à gentiment s'échauffer. Alors vous savez ce qui va se passer? Non, c'était qu'une intuition. Mais je devine qu'au milieu de ce chaos, quelqu'un va faire quelque chose de stupide. Et quand ça arrivera, ça va vraiment mal tourner. Se sont fait arrêter à Brixton. Et là, Sutler sera obligé de faire la seule chose qu'il sache vraiment faire. À ce moment-là, tout ce que V aura à faire, c'est tenir sa parole. La veille du 5 novembre, Evie rend visite à V et celui-ci va enfin lever son plan. Un métro bourré d'explosifs va rouler jusqu'au Parlement par les anciennes lignes condamnées et confie alors le lancement du train à Evie, lui laissant le choix de terminer son plan ou non. Donc la décision finale n'est plus de son affaire, mais cette génération suivante incarcérée et même complètement muselée par des années de silence. Et aussi que ces générations-là sont présentées par Evie. V va rencontrer Credy, qui effectivement a tenu sa part de marché et a donc Sutler. Dans l'instant Victoria, Credy va tuer Sutler, mais comme V refuse d'ôter son arme devant lui, il va donner l'ordre à cet homme de tuer V. V seul contre 12 hommes armés. Ça a l'air foireux. Pourtant, V va les dégommer et va régler le compte à Credy. D'ailleurs, la scène, elle est juste méga cool. Enfin, surtout le moment où Credy dit honnêtement, tu ne sauras rien faire, machin. Enfin, cette scène-là, elle est... La scène où la confrontation entre V et Credy est juste géniale. J'adore cette phrase. Avouez, la phrase que dit V à Credy est juste énorme. Non, vous êtes des pistolets et l'espérance que je sois mort, je n'aurais pas le temps de recharger. Fucking badass. Il est putain de badass, ça je dois le dire. Hélas, V va être touché par balle, trop blessé. Malgré son armure dissimulée sous son costume et sa force surhumaine, il va retourner avec difficulté près d'Evie pour dire adieu. Va lui dire quelque chose avant de mourir. Evie va faire quelque chose pour V. Comme le dernier souhait de V, elle va le réaliser. C'est là où quand le train va démarrer,
Ivy va être interviewée par l'inspecteur Finch. Toutefois, en raison de la question du régime, Finch va laisser Ivy respecter les derniers vœux de V. Pendant ce temps d'ailleurs, des milliers de personnes déguisées en Gay Fox marcheront sur la place du Parlement à assister au spectacle. Toute leur petit étant mort, personne n'ordonne aux soldats de faire feu sur les manifestants. Et ceci en V sans violence les rues à Westminster et l'explosion va illuminer le ciel de Londres. Le Parlement sera détruit tandis qu'il sera diffusé sur les ondes publiques l'ouverture solennelle 1812 de Tchaikovsky encore une fois. Sur le toit d'un immeuble voisin, Ivy et Finch assisteront aussi au spectacle. Et Finch va interroger Ivy sur le TDV. Et Ivy va lui répondre qu'il était Edmond Dantes, le personnage principal de Comte de Monte Cristo, explique qu'il était la représentation du peuple. On voit alors que certaines personnes retiraient leur masque pour être aperçues comme ceux que chaque personne qui a été tuée dans le parti et apparaissant dans le film. Dans les personnages principaux, on avait des personnages assez mystérieux, on sait seulement qu'il fut emprisonné dans ces camps d'extermination proposant au régime, où il va subir des expériences médicaux qui vont le transformer. C'est-à-dire ces endroits où il va se taper cette cellule numéro 5. Il va mettre 20 ans pour préparer une vengeance contre ses tortionnaires. Il va porter un masque de comédie à l'heure de Gay Fox, un terroriste catholique du XVIIe siècle qui veut imiter et sortir le peuple de la léthargie qui a été plongé dans les gouvernements du haut chancelier Sutler. Si V utilise des moyens violents pour arriver à ses fins, c'est pas moins un Batman érudit, raffiné et romantique. C'est vraiment ce côté-là d'Edmond Dantes. Il est vengeance, il est haine, mais d'un autre côté, il reste érudit et très raffiné, même très chevaleresque. Ivy Edmond, c'est une jeune fille qui travaille comme j'ai dit, dans la seule chaîne radio-télé qui est encore acceptée. Alors qu'elle est attaquée par la milice, elle est tuée par un homme masqué appelé V, et à ce moment-là qu'elle viendra rechercher comme complice. Et même si un contre avec V va tellement brosser sa vie jusqu'à ce moment-là, elle apprendra tout sur son passé, mais aussi sur son présent et beaucoup de choses. Sur le cours de temps qui s'était passé que personne ne savait. Bon, l'inspecteur Eric Finch, donc l'inspecteur Finch, c'est l'inspecteur responsable de l'enquête sur V. D'ailleurs, il va découvrir des crimes inqualifiables commis par le gouvernement qui l'emploie, mais aussi que V n'était pas le méchant qu'on croit. Gordon Dietrich, l'animateur talk show Gordon Dietrich, comme j'ai dit, est homosexuel qui, à cause des restrictions du régime, va devenir cynique et désabusé au cours des années. Il va tenter de passer pour hétérosexuel, en même temps par exemple Ivy a dîné avec lui ou même d'autres femmes pour faire illusion aux yeux du régime. Le haut chancelier Adam Sutler, ancien député conservateur et sous-secrétaire d'État de la Défense. Sutler est le fondateur du North Fire, donc feu nordique en français, le parti fasciste, et donc Sutler va s'auto-proclamer de facto chancelier du Royaume-Uni.
l'acteur qui joue Adam Sutler, donc John Hurt, n'est pas à son coup d'essai dans... Enfin, quoique non, John Hurt, en fait, l'acteur qui joue Adam Sutler, donc John Hurt, joue ici un rôle contraire à celui qu'il avait déjà joué dans d'autres films dystopiques. Par exemple, dans Winston Smith, par exemple, son rôle de Winston Smith, une victime du gouvernement omniprésent dans le film de 1984. Un autre personnage assez non, c'est Peter Creedy. Creedy est à la fois leader du parti et le chef de la police secrète du Royaume-Uni. Alors que Sutler est haut chancelier, le vrai pouvoir du régime réellement entre les mains de Creedy, c'est lui qui dirige tout. L'inspecteur adjoint à Dominic Stone, parce que oui, notre inspecteur est en fait un adjoint. Il est plus là pour aider notre policier principal, mais bon, c'est pas une lumière, je veux dire. Docteur Dahlia Sulbridge. Et en fait, était le médecin responsable du centre de détention de Lahill. Va établir que l'exploitation faite à Lahill furent uniquement possible grâce à ses recherches. Comme ses autres victimes, va lui administrer un poison indolore pendant son sommeil. Dirigé admet sa responsabilité et même des remords à cause de ce qu'elle avait fait. D'ailleurs, c'est un des seuls moments où j'ai eu un pincement de cœur parce que j'appelle ça la scène des fleurs, enfin la scène de la rose. Elle est ultra triste parce que d'un autre côté, on voit dans les yeux du docteur, donc de docteur Sulbridge, qu'elle est contente qu'elle ne va pas souffrir comparé aux autres qui sont des morts ignobles, qu'elle va avoir une mort douce et qu'elle va s'en paisiblement, mais qu'elle a au moins pu se faire pardonner, au moins essayer de se faire pardonner pour ce qu'elle avait fait. Un autre personnage qui va finir en schemab, c'est Lewis Potello, un des premiers morts, donc c'est la voix de Londres. C'est le porte-parole du gouverneur. C'est le porte-parole du gouvernement. Ancien commandant du centre de Lahill, il présente depuis les fermetures des centres de tension l'émission quotidienne sur BTN, qui est donc la seule chaîne de télévision du pays contrôlée par le parti. Et lui, il y va. Potello, j'adore le parti. Voilà, il est bien facho, quoi. C'est limite, comme je dis, manque à moustache. Ouais, que ce soit la grosse ou à la Staline ou la petite à la Dodolph, il a du level. L'évêque Anthony James Lillitman. Lillitman, c'est un évêque corrompu pédophile. Yeah! David de Westminster. Pardon, ça me fait rire parce que évêque, déjà, ça pue, corrompu, pédo. Voilà, on a le combo breaker. Bon. Donc, notre prêtre pédophile va être installé à ce mode par Sutler, parce qu'il était auparavant révérend au centre de Lahill. Donc, il en a vu des saloperies. Enfin, l'acteur qui joue notre pédo-évêque va lui dire qu'il sera vraiment amusé à jouer le prêtre parce que c'est un peu comique et vraiment atroce. Enfin, absolument génial à jouer parce que il faisait des trucs puis un autre puis un. Donc, Valerie Page, on sait pas beaucoup de choses. Valérie était donc une des indésirables qui va être emprisonnée par le gouvernement. L'histoire est racontée par des flashbacks via Evie grâce à un message qu'il va laisser dans sa cellule avant de mourir. Son rôle très symbolique va recevoir très possiblement beaucoup de critiques de cinéma parce que tout le monde dira que c'est une scène où on voit ce personnage a vraiment été ajouté, a été vraiment présenté pour rajouter de la profondeur et c'est vraiment quelque chose qui a marqué. C'est ce qu'on voit beaucoup moins. C'est Roger Dascombe, c'est la tête du département de la propagande du haut chancelier.
c'est aussi un membre très important du parti, mais lui c'est vraiment tout contrôler pour que... Enfin d'ailleurs, quand V va attaquer, enfin faire péter le premier bâtiment et va attaquer le lendemain le truc de télé, ça sera lui qui va essayer de tout gérer pour que tout semble normal, que tout soit prévu. Le deuxième personnage dont on va parler, c'est Brian Elfridge. C'est le guignol qui est à la tête du département des écoutes clandestines et il fait partie des membres importants. En fait, c'est un peu le James Bond de Waffen-SS. Honnêtement, déjà, il faut savoir que le budget était énorme parce que 50 millions de dollars et il en a rapporté pas mal. Non. Bon, par contre, le film a été très me dire, il y a quelques petits problèmes parce qu'il était classifié par exemple aux États-Unis interdit moins de 17 ans, au Royaume-Uni il était interdit moins de 15 ans, Allemagne moins de 16, bon France, Belgique, nous OSEF, tout public, mais il y a un traitement, attention, enfin en France c'est tout public, mais attention c'est gore, et en Belgique c'est quoi, oh ça va, ça passe. Les Suisses romans, eux, c'était 14 ans et Québec, c'est 13 ans et plus parce qu'il y a de la violence. Pardon, mais ils me tuent, les Québécois. Il y a eu beaucoup de taf sur les bandes originales et les post-productions pour les effets spéciaux, etc. etc. La promotion de sortie, c'est que Hugo Weaving, donc un acteur australo-britannique, va dire qu'Alan Moore a écrit ça quand c'est passé il y a quelque temps. C'était une réponse aux événements de Thatcher en Angleterre. C'est le une réponse au monde pour lequel nous vivons aujourd'hui. Je pense que le film et le comics sont deux entités distinctes, mais qui sont très propres. Parce qu'en fait, il faut savoir que le film va emprunter des images de la Confédération des Poudres, où un groupe de, comme j'ai déjà dit, de concentrateurs catholiques vont essayer de détruire le Parlement et vont tenter de susciter une révolution en Angleterre. D'ailleurs, les rédacteurs vont réfuter pas mal d'hypothèses sur les clins d'œil, etc. Pourtant, le slogan du souviens-toi ce 5 novembre, en anglais remember this 5th of November, qui avait été tiré d'une comptine traditionnelle britannique en souvenir de l'événement, mais la promotion va perdre beaucoup de sa valeur à cause justement du retard. La critique, honnêtement, les films, ils ont tous été choqués du résultat parce qu'effectivement, même moi, allez, je peux faire le film, mais il y a de ces scènes quand V arrive pour sauver Evie, ça mélange entre c'est du Zorro, honnêtement, il arrive vraiment en mode Zorro, quoi, vraiment en mode capé noir, il se bat vraiment en mode hyper rapide, machin, t'es en mode waouh. Voilà la scène, c'est Une brandissant son épée qui fumait d'une sanglante exécution. Agent du doigt, mon vieux. et surtout ici, V. C'est vraiment littéralement, ou même la scène, enfin le gars, la ministre, il monte sa plaque, il voit sa plaque tomber, il est en mode merde, je vais me faire niquer moi. Non, je suis en mode, allez, bon, toi t'attends prendre une aile profond, t'es en mode, bon, me laisse une piste. Pendant tout le film, j'étais en mode, fuck all, badass, c'est badass. La musique, les moments où on s'explose machin, et même pendant l'enquête, parce que bon, après l'explosion du premier bâtiment, c'est de savoir ce que c'est. Et ils vont voir que, V est super intelligent, parce qu'en fait, c'est une bombe artisanale, donc il a fait avec des produits qu'il a trouvé. Donc, pas de mécanisme, pas de truc, donc c'est du pur artisanat, donc on sait pas le retracer. Et là, bon, tout en mode, mais c'est un foutu génie. Honnêtement, c'est un film que je conseille parce que c'est foutu badass. Si je devais mettre une cote, je mettrais. Là, c'est. Il y a un film, vous avez déjà mis 19,5. Ah là, maintenant, V pour Vendetta.
Je mets honnêtement un 20. Je mets un 20 sur 20. Honnêtement, là, c'est un des meilleurs films que j'aurais vu. Plus dystopique, ça met dans un temps. D'un autre côté, ça rappelle l'histoire passée. Ça prend des éléments du passé, du présent, il y a des petits clins d'œil, il y a des trucs qui sont produits, machin, donc ça mélange entre la compréhension des poudres, bon hélas les horreurs qui étaient dans la Seconde Guerre mondiale. On voit un peu aussi des clins d'œil, comme a dit le réalisateur, ce qui s'est passé avec le gouvernement Thatcher. Le truc terrorisme, ça fait un peu penser Watergate. Donc il y a plein de petits clins d'œil, il y a plein de trucs, donc c'est pas mal, honnêtement un 20. Bon, moi sur ce jeu, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Coucou, c'est ta Gamin, c'est de retour. Oh, misère, ça fait longtemps que c'était pas de retour, toi. Que veux-tu, je me préparais à te faire chier. Ah comme ouais, d'habitude. donc c'est toi qui as fait bugger la machine. Un petit cheval de Troie efficace, hein. T'aimes bien, va encore te faire Mesdames et chier messieurs, longtemps. Zéro qui revient en mode V. Comme de par hasard. Allez, vas-y, fais ta tirade et casse-toi. Souviens-toi au début de ta chaîne. Souviens-toi sur Internet que tu fais de la merde. Et souviens-toi de ce que je t'emmerde. Bon, sur ce, mesdames et messieurs, moi je vous dis je me casse et surtout n'oubliez pas. Un jour faire valoir le vigilant et le vertueux. En vérité, ce velouté de verbiage vire vraiment au verbeux. Alors laisse-moi simplement ajouter que c'est un véritable honneur que de te rencontrer. Appelle-moi V. Voilà, merci V. Allez, sayonara.